Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cette première émission près de chez vous. Le nom de cette émission a été choisi de manière très simple. Le but aujourd'hui, c'est de parler de ce qui se passe près de chez vous, au bout du jardin, au bout de la rue, dans votre quartier. On a décidé de monter cette émission avec des invités pour justement parler un petit peu de la situation actuelle. Alors je vous rassure, on va parler de la Covid forcément, mais pas à un niveau médical, puisque c'est pas du tout notre boulot. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est de donner la parole aux acteurs de votre région, les acteurs économiques, les acteurs culturels, les acteurs également associatifs. Ça viendra, j'espère, dans d'autres émissions. En tout cas, aujourd'hui, on va parler notamment des commerçants et des professionnels, forcément, qui sont touchés de plein fouet par cette situation sanitaire, la Covid-19 qui fait des ravages, vous vous en doutez. Alors nous, on souhaitait justement donner la parole aux gens que vous connaissez tous les jours, que vous rencontrez tous les jours. Vous allez peut-être chez le restaurateur, chez le boulanger, chez le coiffeur. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de parler des gens que vous connaissez. Et pour parler de cette crise sanitaire, j'ai choisi 4 invités qui sont avec moi autour de cette table. On va commencer par vous, Philippe Choteau, bonjour. Bonjour. Philippe Choteau, vous représentez le cabinet Inextenso, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes sur Béthune. C'est ça. À vos côtés, on a François Santerne, bonjour. Bonjour. François Santerne, vous êtes maître restaurateur. Attention, il faut le préciser. Vous êtes situé à Neulémine, l'atelier des saveurs. C'est ça. On a également de l'autre côté Christophe Doual, bonjour. Bonjour Ludovic. Christophe Doual, alors vous avez plusieurs casquettes. Ce soir, on vous reçoit en tant que conseiller municipal à la ville de Béthune, en charge de la promotion de la ville, on en parlera, et puis également, vous vous occupez des relations avec les universités et les entreprises. Effectivement. Et on aura également la deuxième casquette, alors on en parlera plus au niveau entrepreneuriat, puisque vous êtes également directeur de zone BNI Pas-de-Calais. Affirmatif. Le BNI, c'est un réseau de professionnels, on détaillera tout ça dans un instant. Et puis à vos côtés, on reçoit également Morgane Dalle. Alors vous êtes le gérant de l'Antique Café à Béthune. Exactement, oui, c'est bien ça. On ne présente plus l'Antique Café, une institution. Oui, en effet. Et vous êtes également fondateur du collectif CHRD en détresse. Alors, SOS, c'est un collectif qui s'appelle SOS CHRD en détresse, et j'ai également une casquette supplémentaire qui est celui de référent nuit pour le syndicat UMIH 62. D'accord, on en parlera dans un instant, on développera tout ça. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques remerciements, bien évidemment, parce que vous doutez bien qu'une émission de télé comme ça, de web télé en tout cas, ça demande des moyens. J'aimerais saluer la société RAM Événements qui nous accueille aujourd'hui sur son plateau et qui nous donne les moyens techniques de réaliser cette émission. Alors nous, on est dans la lumière, mais derrière, aux commandes, on salue Yannick et Michael qui réalisent cette émission. Et puis j'aimerais également saluer la société Studio Liscom à Merville. C'est un studio de création graphique qui nous a gentiment mis à disposition des protections plexiglas que vous voyez pour encore une fois réaliser cette émission en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires forcément. Merci à eux. Alors on va commencer avec l'une des professions les plus touchées par cette crise sanitaire, par la Covid-19, c'est forcément la restauration. Alors depuis plusieurs jours, nous sommes reconfinés. Alors certes, un peu plus léger, un peu plus light que ce premier confinement. François Santerne, vous êtes restaurateur. Vous êtes forcément touché de plein fouet par cette crise. Alors, vous étiez déjà à l'arrêt complet pendant le premier confinement. C'est ça. Vous avez repris quelques semaines avec un protocole assez drastique quand même. Drastique. Et il faut le préciser, c'est que les restaurateurs ont respecté à 200% ce protocole pour justement pouvoir accueillir moins de monde, mais en tout cas pour pouvoir continuer à travailler. Quelle est la situation aujourd'hui pour vous, à Neulémine, restaurateur? Comment ça se passe ? La situation est compliquée forcément parce que forcément une fermeture administrative comme celle-ci, ça fait des dégâts. Donc déjà avec le premier confinement, ce n'était pas évident. Ensuite, donc on a dû mettre des choses en place pendant le premier confinement, donc avec de la vente emportée, notamment pour moi le week-end, qui a bien marché. Et ça, il faut le saluer parce que les gens ont joué le jeu, c'est-à-dire d'aller chez les petits commerçants pour faire tourner le commerce local. Et donc ici, avec le deuxième confinement, c'est un deuxième coup sur la tête. Et là, en plus donc des menus week-end que je faisais, je mets une soirée un peu plus ludique le vendredi soir, à un budget plus modéré. Et ça marche pas mal aussi. Alors, quand vous dites ludique, alors moi, à l'atelier des saveurs, on fait une cuisine semi-gastronomique avec du 100% fait maison. Donc on a fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc c'est une soirée pizza notamment. Donc qui a cartonné.
qui a bien marché, et avec des pizzas qui sont 100% faites maison, quoi. Donc le coulis de tomate, il est maison. Donc il y a une pizza classique et puis une pizza beaucoup plus originale qui correspond plus à ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, vous êtes sur Neulémine de quoi? Ça fait une dizaine d'années? 10 ans. 10 ans pile. 10 ans tout pile. Bon, bah, on fêtera, devait fêter nos 10 ans on cette fêtera année, les mais 11 ans bon. en tout cas. 10 ans, ça va être un peu compliqué. Combien de salariés chez vous? En tout, on est donc 6 en me comptant. D'accord. Alors, vous faites aussi en temps normal des cours de cuisine. On fait donc on a 3 activités, donc la restauration forcément en restaurant, et on a aussi une activité de traiteur, donc aussi bien une activité de traiteur, donc plateau repas, des mariages, des communions, aussi bien au restaurant parce qu'on a une salle de réception qui peut accueillir 60 personnes, mais aussi on peut se déplacer dans les salles aux alentours. Donc autant vous dire que la partie événementielle traiteur, Voilà, c'est 0 pour cette année. C'est aussi une perte sèche pour cette année. C'est ça. Et puis la troisième activité, vous l'avez dit, cours de cuisine. Alors, est-ce que vous pouvez continuer vos cours de cuisine ou pas? On a le droit d'aller à l'école, on a le droit de suivre des cours. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc là, pour l'instant, pour moi, c'est à l'arrêt. D'accord. Alors, on en parlera aussi quand on aura fait notre tour de table. C'est qu'aussi, avec ces mesures, il y a aussi une incompréhension. Moi, j'ai rencontré un professeur de musique qui me disait qu'il avait le droit de continuer à faire des cours de musique collectifs et par contre, un cours individuel interdit. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension aussi et c'est là où la colère monte aussi au niveau des professionnels parce qu'on ne sait plus le vrai du faux, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut plus faire. Alors, aujourd'hui, forcément, avec vos salariés, quelles sont les aides mises en place pour vous, pour essayer de garder justement la tête hors de l'eau et de passer au mieux cette situation? Celle dans la restauration, c'est le chômage partiel, principalement au niveau des salariés. Donc là, pour moi, la totalité est au chômage partiel. Et on fait venir de temps en temps, quand on a besoin, pour le traiteur, quand on y a beaucoup de commandes. D'accord. Et c'est pareil, comment ils le vivent, eux, de leur côté? Ils n'en parlent pas trop, mais bon, a priori... Vous gardez justement un échange avec les salariés pour voir un peu comment ça se passe, le ressenti? Est-ce qu'eux prennent des nouvelles de vous? Est-ce que, à l'inverse, vous prenez des nouvelles d'eux aussi? Oui, ils demandent, ils sont demandeurs, ils veulent venir travailler. Donc c'est... Ça, c'est un phénomène qui revient énormément au niveau des professionnels. C'est un retour qu'on a de plus en plus. C'est-à-dire que les gens veulent travailler. Et ça, c'est quand même la chose positive, c'est que les gens veulent travailler, veulent sauver leur société, veulent sauver leur entreprise. Et nous, c'est ce que je disais tout à l'heure en préparant cette émission, c'est que nous, on est complètement à l'arrêt aussi. Et que on a un peu de temps à perdre, on a un peu de matériel, donc quitte à rester à la maison, autant monter aussi des projets et puis essayer de donner la parole un petit peu à tout le monde. Alors vous en plus vous travaillez avec votre épouse. Oui. Au restaurant, donc c'est double sanction. C'est ça. Mais bon, on fait en sorte pour que ça aille. Donc après on a des aides supplémentaires. Enfin il y a le chômage partiel, mais après on a le droit au fonds de solidarité, donc aux 1500 € par mois. Donc même si nous, personnellement, n'y a pas eu droit durant les quelques mois de réouverture, dans la mesure où il fallait faire 50% de pertes, on n'y a pas eu droit, parce qu'on était à 45, 46, donc 0. Mais bon, là, pour le confinement, on y a droit de nouveau. Ensuite, il y a des exonérations et reports de cotisations sociales, mais je pense que ça, M. Choteau... On a un expert comptable avec nous qui nous expliquera ça plus en détail. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a eu des changements là, dernièrement, parce qu'on en reparlera également, mais il y a des gens qui sont impactés indirectement par l'arrêt d'activité de certains. Les gens qui vendent de la boisson, par exemple, si les restaurants sont fermés, si les discothèques sont fermées, ces gens-là ne vendent pas. Donc indirectement... Et je sais que le Premier ministre a fait des changements par rapport à ça avec le fameux code APE qui a été élargi pour essayer d'avoir justement un maximum d'aide pour ces personnes-là également. Et puis j'ai vu, tiens, tout à l'heure, j'ai espionné un petit peu votre Facebook, un petit coup de gueule, c'est le Parisien qui a partagé un article qui est quand même lunaire. Alors je reprends juste le titre et je vais... bientôt des plats préparés par des particuliers livrés à domicile. Alors c'est... J'ai presque envie de ne pas répondre parce que... mais non, mais c'est scandaleux parce qu'on a une activité qui est quand même qui souffre énormément. Enfin, les restaurateurs, les traiteurs, enfin un peu tout le monde. Et puis qu'on autorise ce genre d'activité, c'est-à-dire que des plats cuisinés réalisés par des particuliers et vendus ensuite par une société à domicile.
C'est quand même assez choquant, hein. Je veux dire, nous, on essaie de faire ce qu'on peut pour sauver les meubles, et puis à côté de ça, on va nous créer des entreprises. Encore une incompréhension dont je parlais tout à l'heure. Alors, en plus, encore faut-il que ce soit bon. Il paraît qu'ils vont faire pareil avec les coiffeurs. Donc les particuliers pourront venir couper vos cheveux, mais je ne garantis pas le résultat. Non, mais on est d'accord qu'on est encore sur 2 poids 2 mesures, et c'est complètement hallucinant de voir des sociétés vendre des plats faits par des particuliers. Puis après, il ne faut pas oublier aussi les normes sanitaires. C'est ça. Et d'hygiène. Mais oui, c'est ça. C'est réel là Non, c'est une vraie info qui a été partagée par le Parisien. Je l'ai vu cet après-midi sur Internet. Partagé par le Parisien sur Internet. Mais d'ailleurs, Ludovic, tout à l'heure, j'ai fait notamment une auto-école qui m'appelait et qui me disait qu'ils n'avaient plus le droit de faire des cours en voiture, forcément. Néanmoins, ils ont le droit de présenter des personnes en examen. C'est ça. Donc l'inspecteur a le droit de faire une heure de cours, enfin en tout cas d'examen avec son élève. Mais par contre, eux n'ont pas le droit de faire des cours avec la voiture. Donc effectivement, on n'est pas là forcément pour reprendre tous les cas qui peuvent paraître aberrants, mais néanmoins ça pèse sur tous les commerçants, sur tous les artisans, sur toutes les professions libérales qui ont des difficultés aujourd'hui. De se dire, mais en fait lui il peut, mais lui il peut pas, et elle est là la difficulté, c'est que on a l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures, et alors, de là à ce que ça soit fait volontairement, j'ai pas forcément cette impression, et c'est pas ce que je veux, mais c'est que là on est en train de se dire, mince, ça monte quoi, on sait plus, fois on sait plus vraiment comment retrouver du réconfort finalement, en fait, se dire, mais allez, ça va aller, ouais, mais ça va aller, mais comment, on sait pas, et elle est là la grosse difficulté aujourd'hui. Alors moi comme vous aussi, forcément je vis cette situation. Au discours du président, il a repris à plusieurs reprises le terme « avoir du bon sens ». Et ça m'a marqué parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on manque de bon sens. Nous qui sommes dans l'événementiel, Morgane ne va pas me contredire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, on y viendra juste dans un instant, c'est la piste de danse. Oui, exactement. La piste de danse pose problème. Donc même dans les mariages, par exemple, on pouvait faire les mariages à une certaine époque avec un certain nombre de personnes, mais on ne pouvait pas danser. Par contre, les cours de danse sont autorisés. Exactement. C'est-à-dire que, alors certes, vous venez avec votre épouse, votre partenaire de danse, vous pouvez danser, mais vous n'avez pas le droit de danser dans les lieux faits pour ça. Et on a vu d'ailleurs certains commerçants lillois, sans les citer, qui sont restaurateurs et qui ont organisé donc des cours de danse qui se sont transformés en véritables dance floors. C'est-à-dire que j'ai vu des restaurateurs devenir restaurants festifs avec des cours de danse. En fait, on se rend compte qu'il y a un prof de danse pour 400 danseurs. Bon, à la fin, c'était des soirées déguisées, des soirées festives déguisées. D'accord, mais je sais qu'il y a eu un gros problème justement sur cette, notamment qu'un établissement sur le Valenciennois, je crois, où ça a fait un pataquès énorme parce que justement, alors le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans cette situation, je pense que pas du tout, parce que voilà, les discothèques et les bars ne peuvent pas ouvrir. C'est pas aux restaurateurs à devenir discothèque. Alors vous justement, Morgane, vous êtes le gérant de l'Antique Café à Béthune. Ouais. Donc bar, discothèque. Exactement. Alors je le précise parce que c'est important justement par rapport à ça, par rapport aux mesures d'autorisation d'ouverture. Alors vous, c'est catastrophique, c'est dramatique, puisque depuis le 17 mars, vous êtes fermé, vous avez pu ouvrir 4 soirs. J'ai travaillé le dossier, 4 soirs. Vous avez pu travailler justement et ouvrir. Comment ça s'est passé justement? Pourquoi vous avez eu le droit d'ouvrir et pourquoi vous avez dû refermer juste derrière? Alors c'est très simple. En France, selon les départements, les arrêtés préfectoraux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le département du Pas-de-Calais, un débit de boisson, donc bar, qu'on pourrait appeler type N, peut ouvrir de façon tardive via l'autorisation du maire 6 fois dans l'année, donc jusqu'à 4 heures. Alors que dans le département, par exemple, de l'Oise, cela n'est pas possible. Nous, dans le département du Pas-de-Calais, on a un arrêté préfectoral qui est plus favorable que dans d'autres départements, qui permettait justement aux bars d'ouvrir 6 fois dans l'année jusqu'à 4 heures du matin. Étant donné que moi, j'ai la double classification bar et discothèque, on a eu le maire de Béthune qui a eu un formidable geste envers nous, pour nous permettre d'ouvrir 4 soirs, pour faire rentrer un peu d'argent et surtout
tenter de retrouver un peu notre clientèle qui demandait que ça, en fait, de pouvoir avoir un semblant de vie sociale, quoi. Alors justement, on en parlera également tout à l'heure parce que ça aussi c'est un facteur important, le côté social. Aujourd'hui, effectivement, la vidéo c'est bien, c'est super pratique, ça s'est développé et la preuve c'est qu'on est là aujourd'hui. Mais il y a quand même ce côté social. On parlera également du click and collect tout à l'heure, plus précisément sur la ville de Béthune. Mais c'est vrai que le côté social c'est quand même c'est un peu la base en France, quoi. C'est quand même hyper important et on en parlera avec un autre invité tout à l'heure, Bruno Maton. Le côté social pour pas rester un peu reclus chez soi, c'est important, quoi. Alors, je tiens à préciser que nous avons rouvert en bar, mais en bar pur, c'est-à-dire que là, avec un très gros protocole sanitaire, c'est-à-dire que la piste de danse était fermée, aménagée par des espaces VIP limités à 10 personnes, avec une prise de température obligatoire à l'entrée de l'établissement, gel hydroalcoolique, et nous avons fait également le choix pour ces 4 soirs d'offrir le masque à tous nos clients. C'est-à-dire qu'on a vraiment respecté les règles sanitaires et on a même été au-delà. D'ailleurs, on remarque que dans d'autres départements, par exemple dans l'Aisne, j'ai l'un de mes collègues qui est ouvert, lui, depuis le déconfinement, donc ça fait 4-5 mois qu'il est ouvert, en bar. C'est-à-dire que sa discothèque, il l'a transformée en bar de façon provisoire, il est ouvert, et il a eu 0 cluster, 0 problème, tout se passe très bien. Avec donc cette catégorie qu'il a en bar. Cette double classification, c'est-à-dire qu'il est comme moi, bar discothèque, il a pu rouvrir en bar parce qu'il a un arrêté préfectoral encore plus favorable, et il s'est avéré qu'avec un protocole très strict et une équipe de sécurité qui encadre ce protocole, c'est possible. Bien sûr que c'est possible, et je sais que alors, moi, le monde de la nuit, c'est quand même 20 ans de ma vie, donc j'y suis attaché, et je le connais bien, et je sais que les patrons de boîtes et de bars ont joué le jeu à 200%, voire même plus, parce que voilà, ça fait partie du job. Ça en allait de notre survie, en fait, ça en va de notre survie. Aujourd'hui, les premières annonces qui ont été faites par le Premier ministre, c'était avril 2021. Avril 2021, puis on est passé à l'été 2021, ça fait plus d'1 an d'arrêt, d'activité, c'est impossible. Qui peut tenir plus d'1 an sans activité, sans revenus ? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde. Alors, on piochera dans les réserves personnelles, hein, parce qu'il faut bien comprendre que si on met la clé sous la porte, c'est 8 ans d'investissement qu'on condamne. Par contre, ce qu'on constate, c'est que la plupart des discothécaires aimeraient pouvoir rouvrir sous un format bar, quitte à rouvrir en mode dégradé, hein, pour ceux qui le peuvent, parce que de toute façon, la fête va se faire. On sait très bien qu'il y a des fêtes sauvages. Encore très récemment, il y a 4 jours, on a vu un article dans la Provence d'une soirée de 500 personnes à Saint-Tropez avec des stars du football, des people, etc. Donc la fête va se faire, et d'ailleurs ça se retranscrit à travers les achats qui sont faits dans les commerces, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu au niveau des grands type Moët et Chandon, etc., que leurs volumes de vente n'ont pas baissé, car ce qui était consommé dans le CHRD, café, hôtel, restaurant, discothèque, avait été transféré dans la grande distribution. Donc c'est que si la consommation d'alcool n'a pas diminué, c'est parce que la fête se fait toujours. Mais le problème, c'est que la fête se fait toujours, mais on ne sait pas où et on ne sait pas de quelle façon. Alors que nous, on avait cette possibilité de l'encadrer avec des agents de sécurité. Et de plus, on avait donc tout autour de ça des ARS, ainsi l'Agence régionale de la santé, qui pouvaient éventuellement nous contrôler, les forces de police. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus simple de contrôler 1300 établissements de nuit que contrôler des milliers de fêtes clandestines, qu'on appelle désormais free party, hein, c'est ce qu'on appelle on les appelle comme ça, où il se passe tout et n'importe quoi. Avant, les free parties se faisaient dans les champs, et maintenant c'est dans les caves. J'ai vu sur l'île, là, il y avait 100 personnes entassées dans une cave, et là, clairement, le virus se fait plaisir. Très récemment, il y a eu une soirée aux alentours de 400 personnes. Je vous parle de ça d'il y a quelques semaines, sans masque. J'ai vu des vidéos sans masque, sans rien, sans geste barrière. C'est catastrophique. Alors justement, vous avez créé ce fameux collectif. On va en parler justement, présentez-nous un peu comment ça se passe, comment est née l'idée un peu, et comment ça fonctionne surtout, quel est le but ? Alors, c'est très simple. Il y a 2 semaines, quand nos amis restaurateurs, bars, hôtels, etc., ont eu cet arrêté, on s'est dit, bon, ça y est, tout le CHRD est dans la même situation, c'est-à-dire une situation de fermeture administrative.
Par solidarité, on s'est dit, nous, ça fait déjà 8 mois qu'on mène le combat, on ne souhaite pas qu'il leur arrive la même chose. Car pour les discothèques, depuis 8 mois, nous avons eu que 3 mois d'aide par l'État. 3 mois sur 8 mois, inévitablement, il y a à peu près 20 à 30% de la profession qui a quasiment immédiatement déposé le bilan. Donc j'ai eu l'idée de créer ce collectif, je pensais qu'il allait prendre tout doucement, et en moins de 10 jours, on a eu approximativement 1100-1150 professionnels qui se sont inscrits. C'est incroyable. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de journaux locaux et nationaux qui nous ont appelés en disant mais que se passe-t-il ? 1100 professionnels en 10 jours dans un collectif, que se passe-t-il ? Bon, la réponse était toute faite. Il y a de la détresse, il y a du désespoir, c'est mobilisateur. Et les gens veulent se réunir, ils veulent organiser cette grogne. Au-delà de tout syndicat, au-delà de toute politique, ils veulent monter cette grogne et tenter de faire quelque chose. Alors, on se réunit via des Skype, via des réunions, etc., donc téléphoniques, pour monter des actions. Et surtout, ce qu'on demande en permanence aux membres, c'est de se rapprocher de leurs élus locaux, car actuellement, seuls les maires ou les députés peuvent se faire entendre. Alors les députés, on s'aperçoit que c'est très difficile au niveau de l'Assemblée nationale, on l'a encore vu il y a quelques jours, mais ceux qui peuvent vraiment intervenir, ce sont les maires, car notre président l'a martelé en permanence, la relation préfet-maire est très importante. Donc nous, on souhaite surtout que les maires en France se prennent conscience de nos difficultés et les fassent remonter. Parce que de toute façon, on nous l'a bien précisé, il y a vraiment un couple maire-préfet, quoi. Alors justement, vous avez fait des actions sur l'île, sur Paris, vous êtes allé Exactement. manifester. Vous avez eu des contacts, justement, je sais que vous avez eu des... Oui, ça a tout à porté fait. un peu ses fruits et justement, ça Oui, a permis de monter un peu la voix et de vous faire entendre. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Tout ça pour s'apercevoir que en fait, le décret du volet 2 pour les discothèques avait été signé par le ministre Alain Griset, donc délégué au TPE-PME, mais qu'il était encore sur le bureau du Premier ministre. D'accord, ouais, donc encore une fois, il faut que les choses bougent. Il faut monter au créneau, en réalité, il faut monter en permanence au créneau, il faut en permanence se battre, parce que, bon, là, on prend le cas du CHR, un café, hôtel, restaurant, discothèque, mais on parle de quasiment toutes les TPE, PME. Donc, c'est-à-dire que si uniquement les cafés, hôtels, restaurants, discothèques veulent se faire entendre, on est obligé d'aller taper à la porte, parce qu'à côté de ça, il y a les coiffeurs, il y a les fleuristes, il y a les salles de sport. Donc, c'est-à-dire que tout le monde tape à la même porte. Donc, si on fait pas plus que les autres, on montre pas plus que les autres, on ne se fait pas entendre. Exactement. Et pour que les choses bougent, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des mesures. Et vous voyez, dès que je parle d'argent, je vois que notre comptable se redresse. Vous avez vu un petit peu. Philippe Chotteau, vous êtes le cabinet Inextenso à Béthune. Vous êtes comptable, expert comptable, commissaire aux comptes. Alors, la première question déjà, quelle est la différence entre un expert comptable et un commissaire aux comptes ? Oula, on va... Rapidement, pour que les gens comprennent dans bien. la technique. En fait, tout simplement, l'expert comptable, c'est le conseiller privilégié du chef d'entreprise, si on devait résumer, alors que le commissaire aux comptes, il a une mission légale, il est nommé par l'Assemblée générale des actionnaires ou des membres dans une association, et en fait, il a une mission légale de certification des comptes, et il est au service des actionnaires et de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. D'accord. Alors, clairement, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, le comptable, c'est quand même, je ne vais pas dire qu'il fait partie de la famille, mais c'est une pièce maîtresse, c'est quelqu'un d'important. Quand on est chef d'entreprise, personne ne va me contredire, mais il faut savoir tout faire. Et notamment la comptabilité, c'est, comme je dis toujours, c'est chacun son métier. Donc forcément, vous êtes au quotidien avec ces chefs d'entreprise. Alors, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, a débloqué 1,3 milliard d'euros. C'était un peu avant le confinement pour un plan de relance. C'est considérable. Il faut savoir que le budget annuel de la région, c'est un peu plus de 3 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc 1,3 milliard, c'est beaucoup d'argent. Comment va être distribué cet argent ? Quelles sont les aides qui vont être mises en place ? On en a parlé déjà un peu avec les restaurateurs et les discothèques, mais comment on essaye de choisir un peu et reverser cet argent ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement le plan de relance régional, mais il y a eu, si on prend la graduation, il y a le plan de relance national. Il y a le plan de
national, il y a le plan de relance régional, il y a des mesures qui sont prises au niveau local par les collectivités locales et territoriales, et par les villes en particulier. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un maquis, une multitude, une foultitude de mesures. On n'a jamais en France débloqué des budgets aussi importants en aussi peu de temps. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, après, il y a le sujet de savoir si effectivement la répartition est équitable et s'il n'y a pas des gens qui sont au bord de la route. Ça, je veux bien en débattre. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est la première chose qui m'a frappé dans cette crise, c'est qu'on est quand même dans le pays le plus protecteur du monde, aussi bien pour les entreprises, mais surtout d'ailleurs pour les salariés. Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez. On le dit pas assez. Alors après, pour revenir à votre question sur les aides de l'État notamment, vous avez entendu parler que c'était plus de 100 milliards d'euros dans le plan de relance. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a une première salve de mesures qui ont été mises en place pour préserver la trésorerie des entreprises. On a parlé du PGE, on a parlé du prêt garanti par l'État, donc on a parlé du fonds de solidarité. On sait il y a des mesures exceptionnelles de décalage de paiement qui sont prises. Aujourd'hui, on peut décaler ses loyers, on peut décaler ses échéances bancaires, on peut reporter le paiement de ses charges sociales, fiscales. Donc ça, c'est les mesures qui sont faites pour préserver la trésorerie. Il y a un certain nombre de mesures qui sont faites pour éviter et d'essayer d'éviter massivement les licenciements. On n'évitera pas effectivement d'avoir une casse sociale très importante, mais néanmoins il y a quand même pas mal de choses qu'il faut savoir, qu'il faut maîtriser. On a parlé de l'activité partielle, qui a quand même été quelque chose et qui est encore quelque chose d'assez fort. Et on pourrait parler d'autres dispositifs qui sont moins connus, l'activité partielle de longue durée par exemple, ou bien les accords de performance collective qui permettent effectivement de renégocier temporairement des accords avec ses salariés et des avantages. C'est des choses qui sont assez peu connues et dont nous on fait effectivement la promotion, l'information auprès de nos clients. Et c'est souvent des choses qui sont effectivement ignorées par nos clients. Il y a aussi, pour préserver l'emploi, des aides à l'embauche. Vous avez vu les aides à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans. Vous avez vu les mesures en faveur de l'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Il y a des mesures d'exonération de charges sociales qui sont prises, alors aussi bien pour les employeurs que pour les indépendants. Il y a des aides un petit peu dans tous les sens. On a vu qu'il y avait les aides notamment de la CPM pour financer les matériels de protection. Vous parliez du plan de relance régional. Alors d'ailleurs, donc Xavier Bertrand a dit la semaine dernière qu'il allait évoluer et qu'il allait évoluer vers une réorientation pour aider au maximum ceux qui doivent, je cite, ceux qui doivent survivre avec cette deuxième voie. Donc là aussi, le Conseil régional est en train de revoir un peu ses positions, puisqu'au départ, là aussi, les mesures du Conseil régional, c'était là aussi sauver l'emploi en protégeant l'économie, et notamment des mesures assez importantes en matière pour favoriser l'industrie, et notamment la fameuse 3e révolution industrielle dans la région. Et puis, il y a aussi des mesures au niveau local. Tout à l'heure, peut-être que tu en parleras sur les mesures de la ville de Béthune, notamment à destination des commerçants. Il y en a eu aussi. Il y a eu un fonds de solidarité spécifique qui a été mis en place par Cabaler. Alors tout ça pour dire que voilà, c'est un maquis. Ça a été dit tout à l'heure, c'est très complexe, on s'y perd, et nous on passe notre vie effectivement à orienter nos clients et à les conseiller par rapport à ça, à monter les dossiers, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Exactement. Alors, à titre d'info,
Je le disais en commençant, c'est que le comptable, c'est quand même une pièce maîtresse quand on est chef d'entreprise, encore une fois, puisqu'avec toutes ces lois, toutes ces règles, on y perd son latin quand on n'est pas forcément formé. Alors, quel est votre rôle en tant qu'expert comptable, au-delà des chiffres, au-delà des bilans, au-delà de tout ça? Il y a quand même, vous le disiez en terminant, un accompagnement, un rôle de conseil. Alors, on se connaît aussi personnellement avec Philippe. Je sais que durant ce premier confinement, vous avez été présent pour beaucoup d'entrepreneurs en partageant des mails avec les derniers décrets, les lois, enfin des choses pour tenir informés quasiment quotidiennement. Ça fait partie de votre rôle aussi. Oui, elle est complètement. Depuis que j'exerce, pour décrire mon métier, je dis écoutez, je suis fils de médecin. Et j'ai toujours dit que j'étais en quelque sorte le médecin généraliste de l'entreprise. Médecin généraliste de l'entreprise. Et là, finalement, en période de crise sanitaire, effectivement, c'est très révélateur. C'est très révélateur et dès le début, dès le premier jour, dès le premier soir, je me rappelle de l'annonce et de l'effet que ça avait fait sur certains d'entre nous, certains d'entre vous. Dès le premier soir, je me suis dit il faut qu'on mobilise toutes les forces de l'entreprise sur le conseil aux entreprises. Alors, notre boulot, c'est quoi? Notre boulot, finalement, comme un médecin, vous allez voir votre médecin, vous avez besoin que votre médecin vous écoute, d'accord? On a vu, ça a été dit tout à l'heure, que beaucoup de nos clients sont en pleine détresse. Et effectivement, la première des choses qu'on leur doit, c'est de les écouter. La deuxième, c'est d'essayer de les rassurer, en leur disant, oui, si, il y a des choses. Si vous allez voir votre médecin et qu'il fait une tronche jusque par terre, vous n'avez pas tellement, ça va pas vous aider beaucoup. Nous, un des gros boulots qu'on a en ce moment, c'est d'essayer de transmettre un peu d'énergie, un petit peu de rassurance. La deuxième chose, c'est d'informer, de conseiller. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de se repérer, c'est très difficile de conseiller les entreprises, mais il faut le faire. Et puis la troisième chose, c'est d'essayer de leur prescrire, de les aider, de monter les dossiers avec eux, de faire en sorte effectivement qu'ils s'en sortent. Et d'autant plus qu'on est quand même dans une situation, ça a été dit là aussi, où la constante, c'est de dire, la principale chose qui revient de la part de tous nos clients, tous les entrepreneurs, c'est on n'y voit pas clair, on ne sait pas où on est dans le brouillard. On est dans le brouillard. Et effectivement, partant de brouillard, il vaut mieux savoir où vous allez. Il vaut mieux avoir des indicateurs pour pouvoir prendre la bonne route, arriver à bon port. Et vous avez besoin effectivement d'être aidé, d'être épaulé. Donc c'est vraiment ça notre rôle au quotidien. Et justement, alors avec ces échanges que vous faites, vous discutez, vous échangez avec vos clients. C'est quoi un peu l'état d'esprit? L'état d'esprit des entrepreneurs un petit peu, c'est quoi? Ils restent positifs. Il y en a qui sont au bout du rouleau. Alors, c'est quoi? Alors il y a bien évidemment différentes catégories. Dans le jargon technique et dans les mesures, elles sont classifiées en plusieurs activités. Il y a les secteurs les plus touchés. Alors c'est évident que quand on est dans le monde de la nuit, quand on est dans l'événementiel, quand on est dans la restauration, les choses sont beaucoup plus compliquées que quand on est dans les services, dans l'industrie alimentaire, dans le digital, etc. Les situations ne sont pas du tout les mêmes. Mais encore une fois, là aussi, il y a deux choses. La première, c'est que les gens, c'est difficile. En fait, quand vous êtes dans une situation complexe, dont on ne voit pas bien l'issue, etc., quand vous êtes entrepreneur, vous avez du mal à prendre les bonnes décisions, et c'est humain. Aujourd'hui, un des gros problèmes de cette crise, c'est de dire les investissements qui doivent être faits normalement et qui font quelque part tourner l'économie, l'industrie, la production, etc., aujourd'hui, la plupart sont décalés ou réduits à leur plus simple expression. C'est parfois dommage, parce que c'est justement dans ces moments-là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qu'il faut se réinventer, etc. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on n'y voit pas clair,
c'est difficile de prendre des décisions d'investissement importantes. C'est très compliqué, ouais. La deuxième sentiment, c'est que, et là on travaille beaucoup actuellement là-dessus au niveau de nos offres de services et de notre accompagnement, c'est d'aider les gens à essayer de prendre de la hauteur. C'est certainement le moment, en ce moment, de se poser quelques heures, quelques heures, pour se poser les bonnes questions, pour prendre de la hauteur, pour se faire accompagner, pour se faire aider, pour se réinventer. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Moi, ça me frappe. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, certaines sont plutôt à l'arrêt, d'autres se réinventent. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc voilà, donc globalement, des situations qui sont très très disparates, certainement dramatiques, des effets qui vont être des effets un petit peu retard, hein, on en parlait tout à l'heure, les situations de trésorerie paradoxalement aujourd'hui sont pas mauvaises, elles vont se détériorer à mon avis début 2021, mais aujourd'hui elles sont pas mauvaises, l'économie est sous perfusion, donc elles sont pas mauvaises paradoxalement. Moi j'ai beaucoup de clients dont la trésorerie est meilleure qu'avant la crise. Je pense que ça va pas durer. Au moment où il faudra rembourser, ça va être plus compliqué. Mais voilà, prendre de la hauteur, se réinventer. Ouais, mais c'est ça justement, c'est qu'à un moment, tout ça, faudra le rembourser à un moment ou à un autre. Et se réinventer, c'est un peu ce que nous, on a fait justement durant le confinement, puisqu'on avait un petit peu de temps et que la vidéo a explosé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi avec ce concept d'émission près de chez vous. Encore une fois, on donne la parole aux acteurs économiques, aux acteurs sociaux, culturels, qui sont près de chez vous. Et je passe vraiment un super moment à discuter avec vous. Notre dernier invité, enfin avant-dernier invité, puisqu'on en aura un cinquième tout à l'heure, c'est Christophe Doual. Alors Christophe Doual, je suis ravi de vous accueillir, puisque aujourd'hui vous représentez la municipalité de Béthune. Vous êtes, on peut le dire, tout jeune conseiller municipal. Jeune bébé conseiller. Je sais que vous prenez votre pied dans cette activité, c'est quelque chose que vous aimez vraiment. Vous êtes donc en charge de la promotion de la ville et également les relations avec les universités et les entreprises. Alors, promotion de la ville, c'est quoi exactement ? Promotion de la ville, c'est de se dire, on est dans une ville, dans une belle ville de Béthune, et comment augmenter l'attractivité de notre ville. Et donc là, dernièrement, pas plus tard que lundi, on a lancé l'application Béthune Shop version 2. Version 2, forcément, il y avait une première version. On devait la sortir le 19 novembre. Et finalement, on s'est dit comment faire pour la sortir 10 jours avant. On a réussi, et donc merci aux personnes qui ont pu faire ça, parce que l'application Béthune Shop, c'est quoi ? C'est des chefs d'entreprise, des commerçants, qui vont pouvoir, grâce à cette application, être en contact avec les habitants, notamment les habitants de Béthune, mais pourquoi pas les habitants limitrophes. C'est de se dire que aujourd'hui, grâce à cette application, tout le monde peut aller voir ce qui se passe chez les commerçants. Bien sûr, les commerçants qui ont bien voulu s'y atteler. Là, aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'inscriptions sur la nouvelle application. On a plus de 70 sociétés qui ont créé leur espace, qui ont mis des offres. Et cette application va permettre vraiment de voir ce qui se passe chez eux. On va pouvoir faire du click and collect. On va pouvoir faire de la visio avec le commerçant, parce que l'idée c'est pas non plus de rester chez soi même quand il y aura le déconfinement. C'est de se dire tiens, on peut parler à notre commerçant, on peut lui envoyer des messages. Du click and collect, c'est voilà, je regarde, je le veux et je viens le chercher et j'ose espérer qu'on pourra vite revenir chez nos commerçants, alors avec toutes les difficultés que ça posera, mais c'est ça, cette application, c'est vraiment pouvoir rentrer chez le commerçant en étant chez soi, parce que la digitalisation, tout ça, aujourd'hui, c'est super important d'avoir cette application. Et donc, on a voulu la lancer plus vite possible et en tout cas, un petit peu en avance. Bon, en tout cas, c'est quelque part le réseau social commercial, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas employer le mot, mais une grande chaîne américaine où on commande et on reçoit à la maison. C'est pas du tout ça. Non, on est loin de ça. L'idée, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec le commerçant par visio, par message. Vous êtes le soir à 22h, vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des entreprises, des commerçants qu'on ne connaît pas. La dernière fois, effectivement, il y a une commerçante qui s'est dit tiens, on ne me connaît pas, j'en ai parlé et aujourd'hui on ne me connaît pas, alors que c'est une société qui est là depuis 40 ans.
Et donc là, ça va être de se dire, bah tiens, je regarde, je vais taper des mots-clés, photographe, expert comptable, vente de vêtements, etc. Et de se dire quelle est l'offre aujourd'hui à Béthune. Et donc ça, c'est juste formidable. Et si simplement avec ça, le lendemain, on va dans le magasin en direct, mais c'est super et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut. L'idée finale, c'est quand même d'aller en magasin et de rencontrer Oui, le bien commerçant. sûr, parce qu'on veut pas. Le lien est important. Regardez, aujourd'hui, on aurait pu faire une visio, mais non, on a besoin de se voir. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le contact. On aime, on est voilà, et en plus on est le Pas-de-Calais, on est le Nord et on a besoin mais de ça, contact. c'est clairement C'est important, primordial, effectivement. Alors justement, vous rencontrez les commerçants, les entreprises de Béthune. Vous discutez un peu avec eux. La même question qu'a Philippe Choteau tout à l'heure. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi le message passé par les commerçants? Encore une fois, comme le disait Philippe, il y a plusieurs cas. Il y a effectivement peut-être les personnes du bâtiment qui ont peut-être jamais autant travaillé parce qu'en fait les gens ont été confinés pendant un moment. Les gens ont beaucoup moins dépensé et donc aujourd'hui ces gens-là ils ont effectivement du travail. Il y a des restaurateurs qui essayent de se réinventer et aujourd'hui il y a juste un mot, c'est la solidarité. C'est-à-dire, enfin, il faut une solidarité à toute épreuve et je pense qu'aujourd'hui on est capable de le faire. On est capable aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, à Béthune, on a lancé l'application Béthune Shop version 2. Version 2, forcément, il y avait une première version. On devait la sortir le 19 novembre. Et finalement, on s'est dit comment faire pour la sortir 10 jours avant. On a réussi, et donc merci aux personnes qui ont pu faire ça, parce que l'application Béthune Shop, c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise, des commerçants, qui vont pouvoir, grâce à cette application, être en contact avec les habitants, notamment les habitants de Béthune, mais pourquoi pas les habitants limitrophes. C'est de se dire que aujourd'hui, grâce à cette application, tout le monde peut aller voir ce qui se passe chez les commerçants. Bien sûr, les commerçants qui ont bien voulu s'y atteler. Là, aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'inscriptions sur la nouvelle application. On a plus de 70 sociétés qui ont créé leur espace, qui ont mis des offres. Et cette application va permettre vraiment de voir ce qui se passe chez eux. On va pouvoir faire du click and collect. On va pouvoir faire de la visio avec le commerçant, parce que l'idée c'est pas non plus de rester chez soi, même quand il y aura le déconfinement. C'est de se dire bah tiens, on peut parler à notre commerçant, on peut lui envoyer des messages. Du click and collect, c'est ben voilà, je regarde, je le veux et je viens le chercher. Et j'ose espérer qu'on pourra vite revenir chez nos commerçants. Alors avec toutes les difficultés que ça posera, mais c'est ça, cette application, c'est vraiment pouvoir rentrer chez le commerçant en étant chez soi, parce que la digitalisation, tout ça, aujourd'hui, c'est super important d'avoir cette application. Et donc, on a voulu la lancer plus vite possible et en tout cas un petit peu en avance. Bon, en tout cas, c'est quelque part le réseau social commercial, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas employer le mot, mais une grande chaîne américaine où on commande et on reçoit à la maison. C'est pas du tout ça. Non, on est loin de ça. L'idée, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec le commerçant. C'est exactement ça. Par visio, par message. Vous êtes le soir à 22h, vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des entreprises, des commerçants qu'on ne connaît pas. La dernière fois, effectivement, il y a une commerçante qui s'est dit bah, tiens, on ne me connaît pas, j'en ai parlé et aujourd'hui on ne me connaît pas, alors que c'est une société qui est là depuis 40 ans. Et donc là, ça va être de se dire bah, tiens, je regarde, je vais taper des mots-clés, photographe, expert comptable, vente de vêtements, etc. Et de se dire quelle est l'offre aujourd'hui à Béthune. Et donc ça, c'est juste formidable. Et si simplement avec ça, le lendemain, on va dans le magasin en direct, c'est super et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut. L'idée finale, c'est quand même d'aller en magasin et de rencontrer le commerçant. Oui, bien sûr, parce qu'on veut pas. Le lien est important. Regardez, aujourd'hui, on aurait pu faire une visio, mais non, on a besoin de se voir. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le contact. On aime, on est voilà, et en plus on est le Pas-de-Calais, on est le Nord et on a besoin de contact. C'est primordial, effectivement. Alors justement, vous rencontrez les commerçants, les entreprises de Béthune. Vous discutez un peu avec eux. La même question qu'a Philippe Choteau tout à l'heure. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi le message passé par les commerçants? Encore une fois, comme le disait Philippe, il y a plusieurs cas. Il y a effectivement peut-être les personnes du bâtiment qui ont peut-être jamais autant travaillé parce qu'en fait les gens ont été confinés pendant un moment. Les gens ont beaucoup moins dépensé et donc aujourd'hui ces gens-là ils ont effectivement du travail. Il y a des restaurateurs qui essayent de se réinventer.
montrer. Et aujourd'hui, il y a juste un mot, c'est la solidarité. C'est-à-dire, il faut une solidarité à toute épreuve. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable de le faire. On est capable aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, à Béthune, dans le Béthunois, peu importe, on est capable de faire ça. Et on a besoin de solidarité. On a besoin de se dire, si je vois quelqu'un qui fait de la vente de pizza, on va aller les manger. D'ailleurs, elles sont 100% faites maison et elles sont 100% bonnes, puisque j'ai eu l'occasion de les goûter. Et d'ailleurs, il y a des amis qui m'ont dit, tiens, mardi, il n'y a pas. Mais j'ai dit, c'est pas un pizza loyo. Et en tout cas, voilà. Mais en tout cas, elles étaient super bonnes. Et effectivement, on essaye d'acheter local. Et c'est super important d'acheter local aujourd'hui. Ça, c'est important ce que vous dites. Alors, moi, le premier, c'est vrai qu'avec nos vies à 200 à l'heure, au premier confinement, je l'avoue, je n'allais pas forcément acheter mes légumes aux producteurs du coin. Alors maintenant, ça fleurit un peu à droite à gauche. Vous savez, ces petites cabines là où vous payez directement avec votre carte bleue, vous tapez un code. Moi, à l'époque, il y a 30 ans, c'était un paquet de chips et un paquet de Mentos qui tombait. Aujourd'hui, vous avez une salade, un kilo de carottes. Non, mais c'est vrai, c'est hyper pratique. Et avec ce confinement, alors souvenez-vous, on n'avait pas le droit d'aller très loin. J'ai pris l'habitude d'aller chercher mes légumes aux producteurs du coin. Bien sûr. Et vous savez quoi ? Allez-y, parce que ça n'a rien à voir. Mais au niveau qualité, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment le circuit court. Et aujourd'hui, il y a des... Notamment, mais il faut changer ses habitudes. Mais il faut changer ses habitudes. Alors, il faut aussi pouvoir le faire. Parce qu'effectivement, des fois, ça a des coûts peut-être un peu plus importants. Mais finalement, c'est tellement meilleur. Et on aide le commerce local. Et je sais qu'à Béthune, une société a développé pendant... x4 son entreprise, en tout cas ses livraisons pendant le premier confinement, et aujourd'hui a réussi à absorber ça. Et effectivement, il fallait que ça s'arrête parce qu'à un moment donné, c'est aussi de la ressource en personnel. Et non, c'est juste génial. Il y a la solidarité, l'histoire de se réinventer, c'est ce que vous faites aujourd'hui par cette émission. Bravo et encore bravo pour cette initiative. Alors justement, on en parlait tout à l'heure au niveau des aides. Je sais qu'il y a quelques mois, Olivier Guéquer, maire de Béthune, a décidé aussi de venir en aide aux commerçants de Béthune. Et on l'a eu tout à l'heure avec Morgane qui l'a rappelé à juste titre. Il a joué le jeu, il voulait être présent justement pour ces commerçants. Mais bien sûr, et aujourd'hui, monsieur le maire, il est là pour ses commerçants, pour ses habitants. On a fait un nombre incalculable de visio pour savoir comment on pouvait faire. Et même jusqu'au dernier moment, le fait de faire ces aides, ça pouvait être compliqué par la machine administrative, parce qu'effectivement, la ville n'a pas normalement cette compétence, mais a signé avec la région une convention, ce qui a permis, via Artois Initiative, de faire ces aides. C'était quand même 1 000 € pour les sociétés qui ont bénéficié, donc il y en a eu un peu plus de 200. Donc ça, c'était une offre 1 000 € non remboursable, et il y avait une possibilité de faire 3 000 avec un différé d'1 an et en remboursement de 2 ans. Donc, et en plus, c'est aussi comment dirais-je, c'est de l'argent qui est injecté dans le commerce béthunois, et effectivement, à un moment donné, on ne peut pas faire plus parce qu'il y a énormément de villes en France qui n'ont rien fait, et nous, on l'a fait. Exactement, en tout cas bravo pour cette initiative. Dernière question au niveau de la ville de Béthune. Je sais que vous avez le dernier fleuron de la ville béthunoise au niveau des commerces. Il est tout beau, tout nouveau, il brille de mille feux, il scintille de mille feux quand je passe le soir. C'est le fameux cinéma de Béthune, le cinéma Étoile. Alors lui, pour le coup... j'ai envie de dire, il n'y a pas de chance. Pas de chance, mais pour autant, en fait, ils sont. C'est aussi compliqué parce que c'est quand même une grosse structure. Néanmoins, il sort son épingle du jeu par rapport à d'autres en France, et il est quand même. Il est content de ce qu'il peut faire, mais c'est loin de la rentabilité. Et donc, ils ont sûrement aussi des aides, mais c'est très compliqué pour eux. Et on essaye aussi de pouvoir les soutenir. Et il faut aller au cinéma quand on pourra y aller, parce que, alors c'est pareil, comme tu disais tout à l'heure, c'est que, ils ont un protocole sanitaire tellement strict que, à mon avis, il y a encore moins de danger d'attraper ça qu'un rhume avant. Mais bon, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que, ça va aller, mais c'est compliqué pour eux. Il faut attendre que ça passe, et c'est là où c'est compliqué. Morgane ? Oui, je voudrais rebondir sur les propos de Christophe, mais la ville de Béthune, en termes d'aide et d'accompagnement aux commerçants,
a fait le job et elle continue de faire le job, c'est-à-dire que nos élus locaux font le job. Nos élus régionaux, Xavier Bertrand, fait le job également, puisqu'on s'aperçoit, nous, d'un point de vue national, qu'on est l'Hauts-de-France est la première région en termes de rapidité pour débloquer les fonds. C'est-à-dire que par rapport à certaines régions, on a 2 mois pour débloquer le volet 2 du fonds de solidarité. Dans la région des Hauts-de-France, on est sur un délai de 4 jours. Ouais, mais nous, on lâche rien. Nous dans C'est incroyable. Nord, on est au taquet, c'est normal. Alors, on s'aperçoit que des élus comme Olivier Gacker mettent des choses en place, des click and collect, etc. C'est formidable, ça permet de prendre l'argent, de l'argent, de faire entrer un minimum de chiffre d'affaires, mais on ne pourra pas faire ça éternellement. Alors, se réinventer, oui, on peut se réinventer, mais c'est-à-dire que on a chacun des modèles économiques. Alors, on peut se réinventer, mais ça a des limites. Tout ça, ça a des limites. On en oublie un peu le problème de fond, c'est la Covid. Il va falloir régler ce problème. Je veux dire, on en est 8 mois plus tard à encore être soigné au Doliprane, à avoir des lits qui sont indisponibles. C'est-à-dire que rien n'a changé en 8 mois. On en est encore au même point. Et quand je parle avec les différents membres du collectif, ainsi qu'avec des commerçants de la ville de Béthune et des alentours, ils me disent la première fois, au premier confinement, nous avons pardonné parce que c'était un virus qui était encore inconnu, mais la deuxième fois, là, nous ne pouvons pas, on ne peut pas pardonner parce qu'on a eu 8 mois pour se préparer. Donc là, il est vraiment urgent de trouver de vraies solutions et sinon, les commerces vont crever. C'est ça. En fait, il faut trouver des solutions de secours pour aider les professionnels, mais la solution principale, c'est de trouver une solution à la Covid. C'est surtout ça. Cette fois-ci, je m'adresse à vous, Christophe, avec votre deuxième casquette, puisque vous êtes également directeur de zone BNI Pas-de-Calais. Vous êtes directeur consultant. Alors, c'est un point commun avec différentes personnes ici, c'est que beaucoup, à part Morgane, ces gens sont membres d'un BNI. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, je voudrais juste revenir une petite seconde, c'est qu'effectivement, l'application qui a été cofinancée aussi par la Banque des Territoires. Donc voilà, c'est important aussi de dire qu'il y a des organismes étatiques qui sont vraiment là. Et donc voilà. Donc sinon, effectivement, le BNI, c'est quoi? C'est des chefs d'entreprise qui se regroupent une fois par semaine de 7h à 9h avec la volonté de développer leur business. Alors, développer leur business, philosophie qui donne-reçoit. C'est en donnant des affaires que j'en reçois en retour. Donc vous entendrez parler de recommandations, de tête-à-tête. Alors c'est pas des tête-à-tête frontaux, hein, vous voyez en dehors des réunions, de merci pour le business, tout ça. Mais en tout cas dans une bonne humeur, des infomerciales. Donc simplement, c'est quoi? C'est un aspect qui vous permet de développer votre business. Donc aujourd'hui, l'histoire de se réinventer, c'est que vous avez bien compris que ce sont des réunions qui se font en présentiel. Ne pouvons pas se réunir en présentiel. En ce moment, on fait des réunions Zoom. Donc chez soi, on essaye d'être... effectivement, on a pu voir des photos passer avec des personnes qui étaient avec des chemises et par contre des caleçons en dessous, puisqu'effectivement, on voyait rien. Mais donc l'idée, c'est de développer son business. Donc je vous invite tout simplement à taper BNI sur Google. Vous allez tomber sur un lien, BNI France, et trouver un groupe. Donc alors j'espère qu'on pourra être vu nationalement et même internationalement, puisque c'est une organisation qui est mondiale. Mais si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Paris, si vous êtes partout en France, vous tapez votre ville, vous aurez forcément un groupe près de chez vous. Tapez dessus, vous voyez se faire inviter, c'est très simple. En tout cas, dans le Pas-de-Calais, n'hésitez pas à revenir voir moi, à revenir vers RAM événement pour être invité. Alors là, tout à l'heure, je regardais sur un des groupes BNI, sur Messenger. Bon, alors, a priori, c'est pas en direct, mais on a eu une demande de visite. Venez nous voir, vous êtes commerçant, vous avez des choses à vendre, venez-vous nous voir, on pourra peut-être vous aider, en tout cas vous entendre. Donc voilà, donc je voulais quand même remercier des personnes, mais notamment dans des groupes BNI, il y a souvent pratiquement toujours des experts comptables. Alors notamment peut-être Philippe il est là et d'autres en tout cas, mais il a été vraiment présent pour ses membres et parce qu'il a aidé et tous les autres ont pu le faire, hein, mais en tout cas particulièrement moi ce que j'ai vu c'est que Philippe a aidé, a fait des mails, a toujours répondu, et ce qui est extraordinaire c'est que il a même aidé des personnes qui sont absolument pas chez lui. Mais il s'en fiche, en fait, c'était pas ça le but. Le but, c'était de les aider parce qu'il voit des chefs d'entreprise qui sont en galère. Ils sont en galère, ils savent plus quoi faire. Morgane, depuis le mois de mars,
respect et bravo ce que tu fais, parce que en fait on se dit mince, comment on va faire? Et alors comment on va faire, c'est soit on est de ce côté, on boude, ou soit on veut faire des affaires et on y va. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui nous on veut y aller, on est des chefs d'entreprise qui se regroupent toutes les semaines et qui veulent aller de l'avant. Donc voilà, et se dire s'il y a des gens qui vendent en quick and collect, on y va, on essaie d'y aller, on peut pas toujours le faire parce que voilà, à un moment donné c'est quand il n'y a pas de rentrée d'argent derrière, comment faire? Et donc voilà, c'est l'état d'esprit, tout à l'heure je reviens dessus, mais l'état d'esprit entre ceux qui peuvent bosser et ceux qui peuvent plus. Enfin voilà, et toujours ce qui est vraiment incompréhensible, c'est encore tout à l'heure l'auto-école qui se dit tiens moi je peux pas faire, mais par contre le commissaire, enfin pas le commissaire mais l'inspecteur lui peut faire. Le commissaire c'est après quand vous avez eu le permis, c'est lui qui vous enlève les points, c'est pas pareil. Et tout à l'heure vraiment incroyable, c'est que tout à l'heure on m'appelle et puis on me dit mais en fait il y avait un inspecteur qui, alors pour le coup c'était pas un inspecteur de ça, mais c'était un inspecteur qui alors je sais plus comment il s'appelle, mais des personnes qui sont venues pour voir en fait si le magasin était fermé. Et il y avait le gérant qui a ouvert, et heureusement son magasin était fermé, mais en plus il y a des contrôles. Alors je sais bien que je suis pas en train de dire qu'il faut pas des contrôles, mais je me dis que ça fait quand même une semaine et il y a déjà des gens qui rôdent et qui disent tiens je vais aller regarder ce qui se passe. Mais bon voilà, c'est vraiment des fois anxiogène et je me dis que venez nous voir dans un groupe BNI, vous allez voir, on sait aussi s'amuser, c'est-à-dire que c'est une réunion professionnelle. Par contre voilà, je sais qu'on sait s'amuser, mais à un moment donné, on sait être sérieux et faire des réunions professionnelles et de se dire, tiens, comment faire? Parce qu'en fait, il y a juste un truc aussi, c'est que dans nos réunions, la question, c'est comment puis-je t'aider? Comment je peux faire pour faire développer ton business? Parce qu'à un moment donné, si je fais développer ton business, derrière, tu vas dire, tiens, il m'a aidé, comment moi, je peux faire aussi pour l'aider? Et donc voilà, le fait de se rencontrer toutes les semaines fait qu'il y a de la confiance. Et le fameux happy business, happy business sérieusement, sans se prendre au sérieux. Je prends un exemple pour terminer là-dessus au niveau du BNI. Attention, j'ai peur là, c'est quel exemple? L'exemple de François Santerne, le confinement s'est fait le jeudi soir à minuit, le vendredi donc c'était fermé et les 20 ou 25 membres de son groupe BNI sont allés manger le midi là-bas pour passer un bon moment et pour le soutenir aussi. En respectant Tout à fait. Belle solidarité, hein. Ouais, non mais belle solidarité. C'est exactement ça. Donc c'est aussi, on revient sur cette solidarité en tant que professionnel, ces gens et ce réseau. Mais avant que ce soit le BNI, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui font qu'à un moment donné, voilà, on se regroupe et voilà, on est solidaires et en tout cas, on essaie de l'être un maximum. Merci beaucoup Christophe Doual je cède ma place. D'avoir accepté cette invitation et d'avoir échangé un peu avec nous. Vous avez laissé votre place à notre 5e invité. Alors le temps de désinfecter un petit peu puisqu'il y a les règles sanitaires à respecter. Je vais revenir vers vous François. Comment on peut réserver ces plats à emporter? Vous avez un site internet? Comment ça se passe? Depuis la semaine dernière, on a mis en place le click and collect justement sur notre site internet. Donc onglet vente à emporter. Voilà, donc nous, c'est surtout sur le week-end, donc le vendredi pour la soirée plus ou moins ludique et le samedi dimanche pour les menus à emporter. Alors, donc sur le site de l'Atelier des Saveurs, Anne-les-Mines. Ce week-end, c'est quoi au menu? Ah, c'est une colle. Oui, crème de lentilles avec saumon fumé et crème légère à la badiane. Ensuite, en plat, c'est magret de canard avec des légumes anciens confits au cassis. Et en dessert, un entremets, donc mandarine curry. C'est très cruel alors. Voilà, c'est ce que je vois Philippe qui est en train de... Voilà, à cette heure-ci, c'est pas bien de parler de ça. Bon, en tout cas, l'Atelier des Saveurs, c'est Anne-les-Mines. Vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver. Et puis n'hésitez pas à aller soutenir justement un restaurateur local. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Et en plus, vous allez vous régaler. Philippe confirme, c'est clair. On n'est jamais déçu chez François, c'est clair. On accueille notre 5e et dernier invité. Merci beaucoup, c'est Bruno Maton. Test for Prev. Alors c'est, je vais le dire avec beaucoup d'humour, mais c'est le monsieur sécurité, c'est le monsieur chiant. Je vois que là vous voyez avec les caméras, vous voyez le plateau, mais derrière il y a les réalisateurs, il y a la régie vidéo, et on a des gens qui font des photos. On va saluer également la Voix du Nord qui est avec nous pour couvrir l'événement, et on monte sur des échelles pour faire des photos, et je le vois derrière. Alors derrière la caméra, il est en train de devenir fou. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors je vais te reprendre un peu Ludovic. Je fais pas de la sécurité, mais je fais de la prévention. La prévention. Bon, oui, en tout cas, sachez qu'on ne monte pas sur un escabeau pour faire de la photo, parce qu'un escabeau n'est pas un poste de travail.
Et ça fait 2 fois qu'on se rencontre avec Bruno et ça fait 2 fois qu'il trouve quelqu'un sur un escabeau. Bon, Ouais, pas de trêve de chance. plaisanterie. Test for Prev, c'est une entreprise de conseil en entreprise, la prévention des risques et organisme de formation. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu en détail en quoi ça consiste cette société. Alors la société, c'est du conseil en entreprise, comme tu l'as précisé. En fait, l'idée, c'est d'aller donner les meilleures informations aux entreprises, notamment les entreprises d'événements, pour éviter que leurs salariés montent sur des échelles, par exemple, mais pas que. Travailler sur tous les risques et pas que sur le risque Covid, parce que effectivement, on axe beaucoup de la prévention actuellement sur la Covid et sur le SARS-CoV-2, mais nous, on essaie aussi de se dire que, tiens, potentiellement, il y a encore des risques associés et essayer d'accompagner au mieux toutes les entreprises, de la petite structure au plus grand groupe, sur la prévention des risques en entreprise et notamment du risque psychosocial. Et en plus, vous êtes, depuis peu, vous avez tous les organismes, enfin les attestations, ça y est, c'est officiel, organismes de formation, et ça c'est quelque chose, je sais, que vous êtes plutôt assez fiers. Tout à C'est fait. un gros travail. On est effectivement un organisme de formation agréé en santé sécurité au travail, en formation économique. Mais d'ailleurs, comme l'entreprise Nextenso, qui a le même agrément et avec qui je travaille régulièrement, avec bienveillance. Donc on est des bons professionnels et on sait travailler ensemble. Ça, c'est un élément important et aussi et complémentaire, tout à fait. On fait du conseil tous les deux sur des axes différents et on fait travailler main dans la main. Ça aussi, c'est important aussi au terme du Covid de savoir travailler en collectif, puisque le collectif, c'est ce qui fait qu'on est plus fort. On va plus loin et on va. Il paraît que tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. Ouais, c'est ce qui était écrit à certains endroits, mais je ne citerai pas ces endroits. Non, mais c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, on tenait à vous inviter pour parler un petit peu des risques justement de cette pandémie, de cette situation. Quelle est l'importance de la prévention au regard de la situation justement aujourd'hui? Parce que quand on discute avec certains professionnels, le monde de la nuit, les restaurateurs, les coiffeurs, alors je le disais, quand on est professionnel, il faut savoir tout faire. C'est vrai, il faut toucher à tout. C'est compliqué, on a tout le temps, on va se coucher souvent la tête pleine avec le comptable, il faut ramener les pièces comptables, il faut faire les papiers, les déclarations, les ceci et cela, c'est toujours très compliqué. Et en plus aujourd'hui avec la situation de la Covid, ça peut être encore plus compliqué. Alors effectivement, la prévention, c'est beaucoup de choses. Comme tu disais tout à l'heure, on est souvent les enfants terribles des entreprises parce que la prévention, c'est aussi un peu mal vécu comme une solution, une situation où on est obligé d'eux. Nous, chez Test for Prev, on fait de la prévention plutôt de manière positive en essayant de dire, tiens, les intérêts de la prévention. Je vais me mettre un peu à la place du comptable qui dit, voilà, quel est l'intérêt de faire des placements dans certaines situations ou sur certains axes. Nous, la prévention, il faut savoir qu'un euro investi en prévention, c'est 2,20 € de gagné de manière globale pour l'entreprise. Et forcément, je vais aussi rappeler les obligations de l'employeur parce que c'est aussi un peu ça, c'est de protéger la santé physique de ses salariés et sa santé mentale. Donc c'est un enjeu fort et d'ailleurs les protocoles de santé nationale qui viennent d'être édités, les premières lignes quand on les voit, c'est travailler autour du document unique d'évaluation des risques. Donc c'est un document qu'on fait. L'idée c'est pas de faire un document pour faire un document, moi mon souci c'est d'éviter les accidents du travail. Quand on voit certains salariés qui montent sur les échelles. Il faut savoir que le document unique est obligatoire. Est obligatoire à partir du premier salarié d'une entreprise. Et c'est aussi d'éviter le risque psychosocial. Alors là aujourd'hui, on n'est plus dans le risque psychosocial autour du Covid. On est dans une situation qui est à mon sens beaucoup plus grave. On est dans le trouble psychosocial. Les chefs d'entreprise vont mal. Les salariés vont mal parce qu'il y a une certaine incertitude. Les représentants des salariés vont mal. Et on essaie de travailler autour de tout ça pour faire en sorte de minimiser les impacts. Et ça, c'est un axe important de travailler aussi en prévention et aussi dans l'écoute et dans la bienveillance. Parce que quand on peut avoir, certaines entreprises peuvent avoir la chance de bien travailler, mais malgré tout, les impacts ne sont pas neutres et les impacts seront peut-être aussi a posteriori pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire de la bienveillance et de faire de l'écoute active autour de ces situations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe, l'écoute parfois c'est déjà très important. Alors forcément ça remplira pas la trésorerie ou les caisses, mais parfois avoir l'oreille tendue c'est déjà énorme. Je sais que dans le monde de la nuit il y a des patrons de
discothèques qui ont carrément mis une web caméra et ils se sont mis en direct sur les réseaux sociaux et entamé une grève de la faim par exemple parce qu'ils sont au bout du rouleau, parce qu'il y a des charges qui tombent, parce qu'ils ont... Enfin, on n'a pas idée et c'est aussi un peu le but de cette émission, c'est que quand vous regardez les informations sur les chaînes nationales, on parle d'un pays entier. Nous, on voulait vraiment axer sur, encore une fois, le local, les gens que l'on rencontre au quotidien, par exemple. Alors justement, quelles sont les personnes les plus fragilisées par cette pandémie ? À mon sens, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont des personnes à risque parce que le chef d'entreprise, déjà naturellement, intériorise les choses, les soucis du quotidien, il n'en parle pas à son conjoint, il n'en parle pas à ses salariés. Des fois, les peu de personnes à qui ils peuvent parler, c'est justement nous, les intervenants. Souvent, le midi, on nous invite au restaurant pour commencer à poser ses valises. Et aujourd'hui, c'est exacerbé par cette situation, l'inquiétude, la durée aussi, la durée d'exposition à cette situation, qui n'est pas neutre. Donc pouvoir échanger, pouvoir sortir les mots MOTS pour éviter les mots MAUX, c'est déjà une première étape. Pas rester tout seul face à cette situation. Compliqué de parler parfois. Oui, mais c'est pour ça que dans la situation et dans les échanges, on arrive nous aussi, avec ma collaboratrice, à pouvoir justement permettre ces échanges et de faire en sorte de pouvoir tendre la main à essayer de dire, tiens voilà, on sait que c'est compliqué, il y a toujours des petits trucs. Alors effectivement, les chefs d'entreprise vont mal, les salariés vont mal et les élus, les représentants des personnels vont mal aussi parce que des situations où potentiellement il y a des PSE, tout à l'heure on parlait de plans de compétitivité, de rupture conventionnelle collective, c'est pas des choses qui sont faciles à maîtriser et forcément c'est pas facile d'aller mettre une signature sur un accord quand il s'agit de bouleverser les organisations de travail et le climat social. Donc les enjeux sont forts à tout niveau et je pense que ça c'est important de l'avoir en tête, quoi. Oui, c'est compliqué parce que justement au niveau d'une société, il y a entre guillemets la tête pensante, le patron qui prend les décisions, alors bonnes ou mauvaises, mais il faut prendre ses décisions. Encore une fois, quand on rentre le soir, les décisions, elles ne sont pas restées au bureau, ça cogite dans le cerveau, c'est H24, et puis après, derrière, il y a aussi forcément ces salariés qui on le disait tout à l'heure, mais un patron qui arrive et qui fait la gueule, ou un salarié, c'est tout de suite... Ça se ressent forcément et après quelqu'un qui va arriver avec une bonne humeur et quelqu'un qui va être optimiste tout de suite est déjà surtout dans ce cas actuel que l'on vit aujourd'hui. Alors effectivement les émotions sont importantes mais c'est toujours aussi compliqué de laisser les émotions à la porte de l'entreprise quand on rentre et les récupérer le soir. Souvent on arrive avec. Alors des fois les gens font bonne figure mais c'est pas forcément toujours facile et c'est pas forcément sans impact de faire bonne figure. Donc ça c'est important. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que les chefs d'entreprise avaient des décisions à prendre. Aujourd'hui, je pense que c'est tout le corps social qui a des décisions à prendre. Les élus, les chefs d'entreprise, les élus en tant qu'élus maires et notamment conseillers municipaux, c'est là où il y a des décisions à prendre, des enjeux importants et des impacts qu'il faut maîtriser. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous à se serrer les coudes parce que le collectif est important. Le collectif, la solidarité, ça a été dit. Le fait d'éviter, de rompre l'isolement, ça a été dit tout à l'heure pour le BNI, mais il y a d'autres cercles pour ça. Un collectif, je crois que c'est pour ça que vous avez autant de succès, c'est que les gens ont besoin de se retrouver entre eux, de se parler, d'extérioriser. CJD, Centre des jeunes dirigeants, les clubs d'entreprise, etc. Le gros risque dans ces situations, c'est l'isolement et se retrouver effectivement seul face à ces problèmes. Il faut vraiment sortir, il faut vraiment en parler. Et qu'est-ce que c'est bon de se retrouver en groupe le vendredi. Ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, parce que ceux qui vont bien, ils doivent quand même porter pas mal de choses et c'est quand même des situations sur lesquelles on n'était pas préparé. Personne nous a préparé à ça et c'est déjà pas facile en temps ordinaire des chefs d'entreprise mais garder le moral, se repérer dans cette incertitude, dans ces situations difficiles, c'est pas évident. Il vaut mieux être plusieurs, il vaut mieux être collectif, c'est clair. Ça. Je le vois dans le collectif, c'est pour ça qu'il a énormément pris, le collectif SOS CHR en détresse, parce qu'en réalité chez l'exploitant il y a une certaine pudeur.
Il y a une pudeur vis-à-vis des difficultés, etc. Et notamment dans nos professions, surtout chez les restaurateurs, on sait très bien qu'un restaurateur, quand il perd une étoile, on le retrouve, parfois ça arrive qu'on en retrouve au bout d'une corde. Je veux dire, vous imaginez même pas, quand un restaurateur perd une étoile, pour lui c'est un drame. Et donc, c'est la même chose pour les agriculteurs. C'est-à-dire c'est le travail de toute une vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on est tous plus ou moins passé par là. Et moi, j'ai vu la différence, c'est que quand vous êtes salarié et que vous passez de l'autre côté chef d'entreprise, on voit plus les choses de la même manière. Et c'est là que parfois, les gens ne comprennent pas forcément. On dit toujours le chef d'entreprise, mais le chef d'entreprise, il a un dos large. Très large. Il accepte beaucoup de choses, il entreprend beaucoup de choses, il prend des décisions importantes pour le bien de sa société. Je vous voyais encore tout à l'heure des interviews de professionnels, un restaurateur qui est caution personnelle, sa maison est en jeu. Si demain il n'a pas d'aide, si demain il met la clé sous la porte de son restaurant, c'est terminé, on lui prend sa maison. On lui prend sa maison, son toit, on lui prend son domicile. Il est responsable de tout. Mais c'est juste dramatique, en plus de perdre son affaire, c'est voilà, perdre sa maison, sa famille. Enfin voilà, après c'est un enchaînement de choses qui peuvent être vraiment dramatiques. Alors justement, pour revenir à vous, Bruno, comme un médecin, quelles sont les préconisations pour faire face à ça et peut-être aussi pour déceler, parce que parfois les chefs d'entreprise sont conscients de ce mal-être, n'arrivent peut-être pas à l'exprimer, et parfois peut-être que l'épouse, les enfants, les parents, les salariés peut-être se rendent compte d'un mal-être. Comment on peut... Je crois que ça reste de toute façon assez difficile par pudeur, par quelque part... pour son image aussi, d'aller vers les salariés. Le chef d'entreprise est souvent isolé. C'est l'une des personnes les plus isolées à mon sens. Et l'isolement, c'est pas neutre. Quand on voit aujourd'hui que le télétravail forcé isole aussi des salariés et les impacts que ça peut avoir. Lors du dernier confinement, 45% des salariés en télétravail étaient en situation de souffrance. Pourquoi ? Parce que le collectif est disparu. Une bonne partie des salariés ne sont pas forcément technophiles. Ils se retrouvent face à des ordinateurs alors qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils n'ont pas eu les formations. Toute cette partie d'isolement, tant pour les chefs d'entreprise, les salariés, les élus du personnel, génère une souffrance importante. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la notion du trouble, et c'est pour ça que dans les situations, dans les préconisations qu'on pourrait faire, c'est justement faire en sorte que ce collectif ne s'abandonne pas, qu'on puisse faire en sorte de communiquer, de s'appeler, de pas forcément laisser les gens sur le côté, et faire en sorte que peut-être des collectifs de chefs d'entreprise puissent se créer. Nous, on essaie de mettre en place des formations justement sur les risques psychosociaux pour les chefs d'entreprise. L'idée, c'est pas de les former au risque psychosocial, parce qu'ils vivent, donc ils savent ce que c'est, mais c'est de pouvoir prendre aussi la parole et leur laisser la parole justement dans ces situations-là, parce que c'est existentiel. Comme disait tout à l'heure, alors je suis désolé, je me souviens plus de ton Morgane. frère. Morgane. Effectivement, il y a des gens qui sont potentiellement à risque et qui ont des idées noires et qui feront peut-être des passages à l'acte parce que isolés et dans des situations inextricables. Mais c'est problématique de se confier en étant exploitant, parce que tu peux pas te confier à tes salariés parce qu'il peut y avoir des conséquences. Je veux dire, si ton salarié te sent faible, il peut se dire oula, l'entreprise va mal, je vais aller postuler ailleurs. Donc il y a un risque de perdre d'abord ses employés. Le chef d'entreprise, c'est le leader, c'est lui qui tire un peu le. Mais c'est un peu le chef de famille. De mettre un genou par terre quelque part, ça peut être. Oui, ça peut être perçu comme quand une faiblesse. Ton banquier t'appelle. Tu vas pas lui dire non, ça va pas très bien moralement, etc. Non, donc on garde le sourire, on dit que tout va très bien. Je veux dire, parce que ça peut être un aveu de faiblesse vis-à-vis de ses salariés ou vis-à-vis de ses clients qui peuvent le ressentir. Donc on doit toujours garder la face, parce que à la moindre faiblesse, ça peut avoir des conséquences, ça peut être lourd de conséquences. Donc on fait toujours très attention, et c'est pour ça que c'est un peu indétectable. Et d'ailleurs, il faut que ce soit indétectable pour nous. Je veux dire, pour nous, c'est alors. De façon intime, c'est destructeur, mais il faut vraiment pas montrer ses faiblesses en étant exploitant, en étant chef d'entreprise, parce que il peut y avoir des conséquences. Je suis moyennement d'accord. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nos éducations font que les hommes ne pleurent pas, les chefs d'entreprise cassent leurs émotions. Peut-être qu'il faut tomber ces stéréotypes et justement se permettre de pouvoir le faire, même si c'est compliqué. Alors peut-être pas devant tout le monde, mais il faut pouvoir se permettre de pouvoir le faire, parce que
quand tu gardes tes émotions, quand tu gardes tes mots, il y a un moment, ça aura un impact fort et ce sera compliqué. Donc il faut peut-être passer au travers de ça et se dire, voilà, on peut s'émanciper, on peut pleurer quand on est un mec. Moi, ça m'arrive et je le revendique. Et peut-être qu'un chef d'entreprise, il peut peut-être dire, bah, ça va pas et je pense qu'on peut l'accepter. Parfois, quand c'est compliqué, il y a eu des périodes très compliquées. J'ai quasiment rien caché. Enfin, je n'ai pas tout dit, mais je veux dire, j'ai dit. Tu étais transparent. J'ai été assez transparent et que quand ça a été mieux, j'ai pas hésité non plus à le dire. Et puis j'ai choisi cette. Et puis je trouve que les salariés préfèrent en fait. Parce qu'ils savent où ils vont. Après, ça dépend aussi du caractère, de la personnalité. C'est compliqué. Certains vont être... c'est aussi dans la manière de gérer une société. Il y a des gens qui vont être très proches du personnel et après, certains vont garder cette distance justement pour garder un petit peu... ne pas franchir cette fameuse ligne. Et c'est vrai que parfois, je peux comprendre que montrer une faiblesse, ça peut être... C'est une question de management. C'est une question de management et des entreprises. Je veux dire, je vois mal le patron de chez Rocket pleurer devant ses salariés ou lui dire ça va mal l'entreprise, ça va très mal. Après, ouais. Non mais c'est vrai. Après nous qui est un petit restaurant ou c'est une entreprise familiale, c'est différent. Puis après, moi, c'est différent, on est plus proche, c'est plus familial. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez. Moi, sur mon visage, on voit exactement. Enfin, je suis incapable de cacher quoi que ce soit. Donc. Quand ça va pas, François, on le voit tout de suite. Hein. Puis quand ça va, on le voit aussi. Et là, par exemple, ça va plus là. Bon, en tout cas, messieurs, on est quasiment à plus d'1 heure d'émission. Je m'attendais pas à faire autant et que ce soit aussi constructif et aussi intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être le mot de la fin pour clôturer ce petit débat, François. Ouais, moi j'aimerais bien passer un petit... Parce qu'en fait, on fait pas les petites annonces, on fait pas. Hein. Si vous avez une voiture à vendre... non, j'ai pas d'annonce à faire. Par contre, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un engouement quand même autour du commerce local durant le confinement, mais ce qui serait bien aussi, c'est qu'il y en ait un après. Parce que c'est compliqué pendant le confinement, mais ça sera aussi très compliqué après. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont arriver, forcément suite au niveau de la gestion, enfin plein de choses. Donc ça serait bien de continuer à... De garder les bonnes habitudes. De garder ces bonnes habitudes. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour les garder? Ça, après, il y a peut-être des choses à mettre en place, lesquelles on ne sait pas encore, mais faire attention à ça. Et aussi, vis-à-vis de la restauration, c'est qu'il y a aussi des grands groupes avec des budgets de communication qui sont énormes. On a pu voir des fast-food faire des superbes publicités. Et je trouve ça assez choquant, surtout que eux, ils se mettent à l'alimentation responsable parce qu'il y a une crise majeure et à côté de ça, il y a quand même des petits restaurateurs, là je parle pour la restauration, des petits restaurateurs dont c'est leur métier, qui font ça depuis des années et qui ont besoin de soutien. Donc que les fast-food imitent, c'est bien, mais bon, ils n'arriveront jamais à égaler ceux qui font ça depuis des années. Exactement. Oui, et puis clairement, on n'est pas sur la même restauration. Hein. Ouais, mais... On n'est pas sur le même produit. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous allez chercher votre kilo de carottes au supermarché et que vous allez chercher chez l'agriculteur du coin, on n'est pas sur les mêmes produits. On est, vous le savez en plus, puisque vous utilisez que des produits frais, des produits locaux. Vous savez c'est ce que vous aviez dit au départ. Je suis maître-restaurateur. Donc maître-restaurateur, c'est quoi? C'est prendre un produit brut, le transformer, le cuisiner et le distribuer ensuite. Il y a un vrai travail de préparation. Il y a un vrai travail. On part d'un produit brut et frais. Avec donc maître-restaurateur, c'est aussi de se fournir auprès de producteurs locaux. Donc ça, c'est surveillé. D'ailleurs, c'est le seul titre décerné par l'État. Arrêtez parce que je vois de nouveau Philippe qu'il est en train de... Ça y est. Il imagine un petit peu les bons moments passés chez vous. Alors, merci à tous. On va rappeler, l'atelier des saveurs, c'est à Neu-les-Mines. Bon, pour le moment... c'est fermé, mais vous pouvez le soutenir avec les plats emportés. Ce week-end, c'est un... Sauté de lentilles? Non, c'est pas ça? Crème de lentilles avec le saumon, crème de badiane. Enfin. Voilà, donc n'hésitez pas sur le site internet de l'Atelier des Saveurs, vous réservez, vous ne serez pas déçus. Et puis surtout, on vous invite à aller manger là-bas dès la réouverture. Vous allez voir, je m'engage personnellement, vous ne serez pas déçus. Non, je sais que je m'appelle Bourse, mais quand même, on va pas aller jusque-là. Philippe Choteau, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir un peu éclairé sur toutes ces lois et tous ces chiffres un petit peu. Et vraiment merci parce que c'était très instructif. J'espère que ça aidera aussi, notamment beaucoup de professionnels. Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a... Je ne sais pas si un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pleure ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se doit d'être optimiste. Et dans cette crise, je trouve qu'il y a des tas de motifs d'espoir. D'abord parce que ce qui tue pas rend plus fort.
j'ai été frappé par le fait qu'il y a beaucoup de ça a été un accélérateur aussi de beaucoup de choses, de digitalisation, de révélateur de talents. Moi, j'ai découvert beaucoup de talents dans ma boîte et il va rester quelque chose. Et puis, dans toute crise, il y a toujours des opportunités. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, ayons l'espoir, soyons optimistes. Restons optimistes. Et jouons collectif. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Morgane. Je rappelle l'Antique Café Béthune. Pareil, on ira trinquer ensemble à la réouverture. Soutenez le collectif sur la page Facebook, Exactement. c'est SOS ça CHRD en détresse. Voilà, alors même si vous n'êtes pas professionnel, allez cliquer, allez suivre un petit peu l'actualité. Il faut les soutenir, c'est très 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 important. On sera bien content d'aller les retrouver une fois qu'on sera sorti de cette histoire. Merci également Bruno Maton, Tess Forprev. On va donner votre site internet, peut-être un mail s'il y a des gens qui veulent vous contacter pour avoir plus de renseignements, pour peut-être venir en aide à un proche ou un chef d'entreprise. Alors testforprev.com, et moi je vais rebondir sur ce que disait Philippe. Effectivement, moi je suis un naturel optimiste et je dis que dans toutes les situations il y a un bon côté des choses. Dommage qu'il y a quand même des laissés pour compte, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se réinventer. Moi j'ai dû le faire, et comme tu l'as fait aussi, à l'arrivée du premier confinement où tout mon chiffre d'affaires s'est écroulé en une seconde chrono. J'ai dû me réinventer, ça m'a servi, mais je pense que la difficulté c'est que tout le monde n'est pas en capacité de pouvoir le faire, et les métiers ne peuvent pas le faire. Donc ce qui est important, c'est que ceux qui peuvent le faire soutiennent les autres. Exactement, je suis entièrement d'accord. Et puis également un grand merci à Christophe Doal, qui est conseiller municipal à la ville de Béthune et qui représentait le BNI, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Encore une fois, merci à la société RAM Événements qui nous met les moyens techniques et qui nous accueille sur son plateau pour réaliser cette toute première émission près de chez vous. Merci également à Studio Liscom qui nous a mis à disposition les séparations en plexiglas pour garder les distanciations, pour pouvoir encore une fois réaliser cette émission dans les meilleures conditions possibles. Et puis merci à vous si vous avez regardé cette émission, si vous avez suivi, si vous avez trouvé ça intéressant, mettez un petit like, un petit commentaire, et puis si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi, mais vous avez le droit d'éviter quand même. On espère que ce sera la première d'une longue série, je l'espère, pourquoi pas, donner la parole aux acteurs locaux, les acteurs économiques, sociaux, culturels, bref, c'était la première de près de chez vous, cette première émission. Merci de nous avoir suivis, passez une belle soirée, à bientôt, salut, au revoir.